Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Alors aujourd'hui, on parle d'eau, mais pas d'eau salée. Non. Nous parlerons bien de nos belles et douces rivières qui nous fournissent tant de services et de richesses. Alors 428 906 km de rivières dans l'Hexagone, mesurés en 2014 selon Eau-France, eh bien c'est d'importance. Face à la crise climatique, à la pollution généralisée et à la perte de biodiversité, nos rivières s'assèchent et l'eau vient à manquer. Alors d'où provient ce mécanisme ? Quels travaux les chercheurs entreprennent-ils pour comprendre ce qui se passe et y remédier ? Avons-nous également, en tant que citoyens, un rôle à jouer ? Eh bien, pour nous aider à répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Amélie Truchy, chercheuse en écologie à l'INRAE, au sein de l'unité de recherche EcoFlow à Lyon, une unité qui développe, teste et transfère des outils pour prédire les conséquences écologiques de la gestion et de la restauration des habitats physiques des cours d'eau. Amélie Truchy, vous êtes coordinatrice d'un projet européen de détermination de l'état hydrologique des cours d'eau qui implique une participation citoyenne active, le projet Dry Rivers. Merci, docteur Truchy, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et autour de la table avec moi également pour animer et co-animer cette émission, Pauline. Bonjour. Marine. Bonjour. Julien. Bonjour tout le monde. Et évidemment, toujours Clément, notre super Clément à la technique. Salut. Et c'est parti, la parenthèse scientifique des rivières et des citoyens. Le mot du jour. Alors aujourd'hui, le mot du jour, c'est pas vraiment un mot, c'est plutôt une expression. C'est service écosystémique. Alors un service écosystémique, c'est ce qui est rendu en fait en tant que service par la nature, ce qui nous permet en tant que société de vivre et de fonctionner. Par exemple, pour nous, la pollinisation, c'est important parce que ça permet de polliniser donc nos arbres fruitiers et du coup, ça nous permet de produire des fruits et donc de manger. Donc l'idée de service écosystémique, c'est d'évaluer et d'attribuer une valeur marchande à la nature et aux services qu'elle nous rend. Ça permet de mieux évaluer le coût de ces services et le coût de leur perte si on les perd, du coup, c'est logique. Et ça permet en fait de mieux aider les décideurs à poser les actions de protection les plus pertinentes pour l'homme et de mieux protéger nos ressources. La notion du coup de service écosystémique, elle a été introduite il y a une 30aine d'années environ, suite à l'observation de la dégradation des écosystèmes et de la biodiversité qui épuisent nos ressources. Donc ces contributions de la nature, elles sont classées en 4 catégories. D'abord les services d'approvisionnement et de production. Donc c'est les services qui nous permettent d'avoir des ressources comme de la nourriture, de l'eau, du bois, etc. Ensuite, il y a les services de régulation, donc qui permettent de réguler la qualité de l'air ou de l'eau. Les services de soutien, qui sont eux indispensables parce que c'est tout ce qu'il y a autour, donc la création des sols, les espèces, etc. Et enfin, les services culturels, donc c'est ce que nous, en tant qu'humains, on peut voir comme la beauté des paysages et ce qui nous produit des émotions. Et du coup, ce qui nous permet de ressentir des choses. Donc cette notion de service écosystémique, elle a permis de mettre en lumière les rôles extrêmement importants de la nature et le fait qu'elle joue dans le fonctionnement de notre société et donc de rendre tangible cette importance auprès des décideurs et ainsi de permettre une meilleure préservation de la biodiversité dans son ensemble. Vous reprendrez bien un peu de science ? Bien, merci Marine pour cette super description des services écosystémiques. Alors de retour avec Amélie Truchy, merci beaucoup docteur Truchy d'être avec nous. Alors vous êtes écologue spécialiste des rivières. Dans ce contexte, première question, de changement climatique rapide, on le sait, on le voit, on parle beaucoup du manque d'eau à venir. Pouvez-vous peut-être dans un premier temps nous en dire un petit peu plus sur l'état des rivières en Europe et en France ? Oui, donc en fait, je pense que tout le monde l'a vu autour de soi depuis l'été dernier. En France, on assiste à un assèchement dramatique des cours d'eau. Il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées que d'autres.
C'est souvent sur les petits cours d'eau qu'on va faire beaucoup d'observations d'assèchement, à savoir que ces assèchements peuvent être dus à des facteurs naturels ou à des facteurs qu'on appelle plutôt anthropiques, donc qui sont plutôt liés aux activités humaines. Et donc c'est un petit peu une image qu'on retrouve aussi à l'échelle européenne, toujours avec des disparités. Il y a des pays dans l'est de l'Europe qui sont très touchés par la sécheresse, et ce depuis presque 4 ans maintenant. Et on a des pays qu'on va dire que de mémoire commune, on sait que ce sont des pays qui s'assèchent. Je pense par exemple à l'Espagne, on considère régulièrement que c'est un pays qui est aride. Donc finalement, on est peut-être un petit peu moins sensible à ça. Et on a des pays auxquels on ne penserait pas forcément qu'ils s'assèchent. Et donc là, je pense aux pays scandinaves qui maintenant aussi connaissent des assèchements, ce qu'on appelle le petit chevelu de rivière. Donc les tout premiers cours d'eau en amont des bassins versants. Effectivement, les pays scandinaves, c'est pas forcément quelque chose qui nous viendrait à l'esprit en premier. Non, c'est sûr. Ouais. Non. On imagine plutôt de l'eau et des prairies vertes. C'est ça. Donc ouais, c'est quelque chose qui s'observe maintenant, vraiment. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire, et on pourra en discuter plus en détail tout à l'heure. C'est tout ce travail de sensibilisation, parce que forcément, une population qui n'a pas encore connu d'assèchement ou qui ne le voit pas vraiment, parce que les pays scandinaves sont quand même réputés pour avoir beaucoup d'eau, beaucoup de lacs. Forcément, la population n'est pas encore sensibilisée à cette question autour de l'assèchement. Et du coup, vous venez nous dire qu'il y avait une distinction entre les assèchements liés à la nature et ceux à l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça et nous en dire plus sur comment ça affecte les écosystèmes et la physiologie des cours d'eau, notamment en France ? Oui. Donc en fait, la première chose, c'est qu'en fait, si on parle de rivières qui s'assèchent naturellement, on pense souvent à la géologie, donc de la roche sur laquelle la rivière va couler. Et cette roche peut être tout à fait perméable, ce qui fait qu'on aura des sections sur une rivière où l'eau va s'infiltrer complètement dans la roche et elle va disparaître, donc on ne va plus la voir. Donc c'est ce qu'on appelle un assèchement naturel. Donc il y en a à l'est de Lyon, par exemple, dans le bassin de l'Albarine, mais il y en a aussi en Bretagne, par exemple. D'accord. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour mes collègues hydrologues à modéliser, parce qu'il y a tout un jeu complexe d'interaction avec le sous-sol, avec la nappe phréatique, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont compliquées. Et puis, on a tout ce qui est donc assèchement lié aux activités humaines. Et donc là, on peut penser au pompage pour l'agriculture, on peut penser aux barrages s'ils sont mal régulés. Et donc, ce qu'on va observer, c'est différentes choses. Donc, la première chose, c'est qu'on va avoir une augmentation des périodes où le courant où il y aura moins d'eau dans la rivière. On va aussi observer un assèchement plus tôt dans la saison, donc très tôt au printemps. Ça peut être lié, pareil, à des besoins en eau accrue. Et on va avoir des périodes, beaucoup d'assèchements plus longues qui ne seront pas réparties de la même façon que si c'était des assèchements naturels. Donc en fait, la conséquence de tout ça, c'est que ça peut bouleverser toutes les communautés qui sont présentes, et pas forcément que les communautés auxquelles le grand public est plutôt sensible, parce qu'on pense souvent aux poissons, éventuellement aux petits insectes. Mais il y a aussi toute une communauté de bactéries, de champignons qui jouent un rôle très important. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on ne voit pas et ce qu'on essaye aussi de comprendre, nous, à EcoFlows. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Dr Truchy, un petit peu de ça, par exemple, dans la région ? Alors, dans la région, lié aux activités humaines, juste à côté de chez moi, il y a des pompages qui sont faits pour l'agriculture, et forcément, il y a pas d'eau en ce moment qui coule, en l'occurrence, sauf quand il pleut plus de 100 millimètres en quelques heures. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on a si vous voulez, un enherbement qui va se faire
graduellement et qui va se faire presque sur toute l'année. Et après, là, c'est des questions un petit peu plus politiques, c'est-à-dire que le fonctionnement, du coup, va changer parce que ce ne sera plus les mêmes communautés que s'il y avait de l'eau toute l'année. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'on a des herbes, on va dire, plus terrestres qui viennent dans le lit. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, c'est que ces petits cours d'eau vont être déclassés, ne vont plus être considérés comme des cours d'eau. Depuis 2000, je ne voudrais pas dire de bêtises, 2018, il me semble, parce qu'il y a eu un changement de législation. Et du coup, en fait, toute la question, c'est comment on les protège, comment on peut les étudier, puisqu'ils sont déclassés, donc ils n'apparaissent plus comme des cours d'eau, et ils sont même rayés de certaines cartes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut être conscient, et c'est quelque chose qui est difficile en tant que scientifique d'appréhender, dans le sens, est-ce qu'il y en a beaucoup, comment ils se répartissent sur le territoire, etc. D'accord, et au bout de combien de temps ils sont déclassés ? En fait, ça a été fait tout de suite, si vous voulez. Il y a eu une étude qui a été faite au niveau national, donc chaque région était responsable de son propre territoire. Et donc, ils ont lancé des études et ça a été fait, on va dire, dans les 2 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des régions, des départements qui ont déclassé énormément de petits cours d'eau parce que la nouvelle définition, et c'est là toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on appelle un cours d'eau ? Et donc, la nouvelle définition voulait qu'il y ait un débit suffisant sur sur la majeure partie de l'année. En fait, c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il n'y avait pas vraiment de critères. Et donc, en fait, il y a des départements qui se sont retrouvés à déclasser énormément de linéaires de cours d'eau. Ça reste on assez comprend. subjectif un peu. Voilà. Et puis surtout, ce qui est un vrai problème pour la protection, quoi. Et ça pose un problème parce que, du coup, est-ce que maintenant on les considère comme des vulgaires fossés ? J'ai rien contre les fossés, mais je veux dire, donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir toutes ces zones tampons le long entre le champ et le cours d'eau ou pas ? Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions qui se mettent derrière. Et puis nous, ça nous embête bien parce que, mine de rien, si petit à petit les cours d'eau sont déclassés et n'apparaissent plus en tant que cours d'eau, nous, écologues, pour suivre le changement climatique, ça peut être problématique. Donc voilà. D'accord, donc on comprend bien que du coup ils sont déclassés, donc ensuite on ne peut pas agir, les protéger, éventuellement les restaurer. C'est ça. Ils ne sont pas soumis à la même législation que les vrais cours d'eau qui coulent la majeure partie de l'année. D'accord. Alors, on va passer un petit peu sur l'application. On a vu que dans vos travaux, vous appuyez beaucoup sur les sciences participatives et vous avez lancé donc une application Dry Rivers alors si je dis pas de bêtises, en octobre 2020, qui est téléchargeable gratuitement, je pense que c'est important à préciser, et qui vise à évaluer l'état hydrologique des cours d'eau grâce à l'apport des citoyens. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette application ? Alors l'application, c'est le projet qui a commencé en 2020 et l'application, elle est sortie en septembre 2021 et puis après en avril 2022 sur Apple. D'accord. Donc l'application, en fait, c'est un petit peu pour répondre à la problématique que j'évoquais, c'est savoir où se situent les cours d'eau qui s'assèchent, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ou pas, donc voilà. C'est un petit peu répondre à cette question très simple, juste d'observation, parce qu'en fait, on manque de moyens. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a plus de 400 000 km de cours d'eau en France. C'est pas possible d'aller mettre on appelle ça des loggers, donc quelque chose qui va suivre le niveau d'eau de manière automatique, déjà parce que c'est très coûteux, et c'est pas vraiment faisable techniquement. Donc voilà, on s'est dit que finalement les citoyens peuvent former une sorte de force de frappe et peuvent nous soutenir dans cette démarche. Et donc l'application, elle fait partie d'un projet européen qui s'appelle Driver. Et donc elle a été lancée pour, voilà, ce que je disais à l'instant, observer l'état des cours d'eau hydrologiques, j'insiste bien. C'est-à-dire qu'en fait, l'observation, c'est est-ce qu'il y a de l'eau qui coule dans le cours d'eau
Ou alors est-ce qu'il y a plutôt des flaques d'eau qui sont plutôt stagnantes? Ou alors est-ce que le cours d'eau est complètement à sec? Donc c'est une observation qui est très rapide, elle se fait en 2 minutes. Aussi, sur le trajet du travail, quand on se promène avec les enfants le dimanche, c'est vraiment... C'est on très sort le accessible. téléphone, c'est très accessible. Voilà. On l'a voulu très accessible, justement pas trop de questions, pas trop de choses compliquées, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, et les citoyens et nous. Donc voilà. D'accord, oui. On a regardé un petit peu. C'est vrai que c'est une localisation, une description au choix sur 3 et une C'est ça. photographie. Voilà, pour décrire un Éventuellement petit une peu le photo et fonctionnement. un nom de... Là, Et d'accord. ça marche un petit peu comme le géocaching, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait un point d'observation, il ne lui appartient pas. Si vous faites un point demain et que moi je passe derrière vous 3 jours plus tard, je peux reprendre le même point et rajouter une observation. D'accord, ouais, c'est important à Ce qui préciser permet de qu'on peut suivre dans le multiplier. temps D'accord. l'évolution. Et une dernière question vraiment sur ce projet. Il a une durée longue. C'est sur combien d'années? Alors, le projet, il est sur 4 ans. Donc, il a démarré en 2020. Il va finir l'année prochaine. On a eu une extension de la Commission européenne à cause du Covid, parce que le projet a eu un peu de mal à se mettre en route. Donc, voilà. Donc, on sait le projet va s'arrêter, enfin, le financement du projet va s'arrêter, mais c'est pas pour autant qu'on espère que l'utilisation s'arrête, et on a déjà dans les tuyaux d'autres choses qu'on voudrait faire avec les données, etc. Donc, D'accord. Donc ça on veut pas espère dire que ce soit quelque chose. ça veut pas dire un arrêt des collectes des données alors. Non, absolument pas. D'accord. Non, non, au contraire, on voudrait bien que ce soit quelque chose de pérenne, et on réfléchit à des solutions, comment le maintenir dans le temps, etc. La plus grosse difficulté, je dirais, c'est de faire la communication. En plus, nous, on a voulu le faire à l'échelle européenne, donc la communication autour de l'application pour qu'elle soit utilisée par un maximum de personnes et sur le temps également. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à des solutions, voilà, au niveau européen pour la bancarisation des données, etc., que ce soit de manière accessible. Et puis, on a voulu aussi que le code de l'application, et c'est important de le souligner, il est aussi open source. C'est-à-dire D'accord. que le code n'appartient pas à une entreprise ou quoi que ce soit. Donc, il peut être amené à évoluer dans le temps suivant les besoins d'autres chercheurs, peut-être. Ou voilà. Donc, Mais les données sont disponibles de façon libre? oui, les données sont totalement libres de droit. Elles sont sur le site de Driver. D'accord. Et on a pour projet de se raccrocher à d'autres projets européens, notamment qui, eux, ont localisé les barrages, ou barrages, ou toutes les barrières, ils ont appelé ça. Et donc, on aimerait bien, à terme, faire quelque chose de commun, une carte commune, pour voir s'il y a des relations entre la localisation de toutes ces barrières et les assèchements. D'accord. Et au niveau des résultats, du coup, est-ce que vous avez de quoi les comparer avec des résultats plus anciens? Et est-ce que vous avez pu retracer l'historique de certaines rivières? Alors, très bonne question. Eh ben non, non pour l'ensemble, on va dire. On n'a pas de données pour comparer, sauf sur certains bassins versants qui, on appelle ça des cas d'études, que certains collègues ont suivis depuis plusieurs dizaines d'années, où là, forcément, on a un historique. Mais je veux dire, c'est très localisé à l'échelle de l'Europe, c'est rien du tout. Donc, on n'a malheureusement pas de données historiques. Ceci dit, ça ne nous empêche pas, nous, citoyens, si je sais pas moi, on est très volontaire, on veut participer à fond, et on se souvient qu'on a regardé les photos récemment, etc., et on a vu qu'à tel endroit c'était en eau ou à sec, on peut tout à fait l'enregistrer dans l'application et modifier la date, en fait. Ok, ça c'est très Donc intéressant. en fait, on peut faire une chronique dans le temps passé. C'est pas parce qu'on l'a lancé
en 2021 qu'on ne peut enregistrer que à partir de 2021. D'accord, ça c'est une super information alors. Donc on peut retourner Ouais. en arrière et récupérer les photos qu'on avait C'est éventuellement ça. prises Après, c'est un auparavant. petit peu fastidieux parce qu'on ne peut pas le faire à partir du téléphone pour qu'en fait l'application mobile soit la plus légère possible et qu'elle puisse tourner sur un maximum d'appareils. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même se connecter à un ordinateur et le faire. Voilà. D'accord. Et je reviens du coup sur ce que vous avez dit juste avant par rapport aux barrages hydroélectriques. Ouais. Est-ce que vous savez un petit peu l'impact qu'ils peuvent avoir sur le bassin hydrographique? Et est-ce que ces mesures, elles sont prises en compte, par exemple, dans l'étude, dans vos études? Alors, l'impact des barrages, il est en fait, on va dire, il est compliqué à mesurer. J'entends les petits barrages, hein, pas les très gros barrages Oui. qu'on peut voir à la télé en Chine ou aux États-Unis, par exemple. Les petits barrages, c'est pas forcément très simple à évaluer parce qu'ils peuvent avoir des effets complètement différents suivant la manière dont ils sont gérés. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, quand j'étais en thèse, j'ai regardé donc l'effet de 5 barrages différents, des petits barrages. Et il y avait des barrages qui avaient soit quasiment pas d'effet, c'est-à-dire que c'était plutôt comme une rivière naturelle, soit des barrages qui avaient plus d'effet. Et là, en fait, quand il y a vraiment plus d'effet, c'est souvent quand le niveau d'eau est très faible. Donc, on a vraiment un chouïa d'eau qui coule sur le lit. Donc là, forcément, il y a un énorme impact, notamment sur les populations de poissons, par exemple. Parce que si vous avez une colonne d'eau qui est réduite à quelques centimètres, forcément, le saumon ne va pas passer. Oui. Il n'aura pas les moyens de remonter. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Après, il y a des choses qui sont surprenantes des fois parce qu'on se dit, oula, celui-là, il a une mauvaise tête, entre guillemets, la rivière n'a pas l'air très jolie. Et pour autant, le fonctionnement, c'est-à-dire que la manière dont on mesure le fonctionnement d'un cours d'eau, c'est très simple, c'est qu'on met des petits sachets de feuilles dans la rivière et puis on va les laisser un mois par exemple, et puis un mois après on revient, on les enlève et puis on regarde combien de matière on a perdu, si c'est colonisé par beaucoup d'insectes et s'il y a aussi beaucoup de développement de champignons aquatiques et de bactéries. Et en fait, la différence entre... voilà, je le dis parce qu'en fait, c'est une méthode voilà, qui coûte très peu cher. Et en fait, c'est la différence, ça va nous donner une sorte de vitesse de dégradation de la matière organique et c'est une manière d'évaluer le fonctionnement de la rivière. Et donc, en fait, il y a eu des barrages où je me suis dit, oula, cela, c'est sûr, ça a un très fort impact. Il y aura par exemple très peu de dégradation de matière organique parce que justement, on perd toutes ces communautés qui jouent des rôles clés. Et finalement, non, pas du tout. Donc voilà, il y a des choses, donc c'est la réponse, en clair, la réponse n'est pas simple. Ouais, voilà. Ça dépend un petit peu des barrages, des cours d'eau et de comment c'est géré. Le type de barrage. Exactement. Okay. Ouais. Merci beaucoup, Dr Truchy. Et de la région climatique, parce que forcément, ce ne sera pas la même chose si on se retrouve dans une région où il y a déjà des problèmes d'eau ou des problèmes ou une région où il n'y en a pas. Donc, d'accord. Oui, ça, le changement climatique, peut-être on en parle juste après. Alors, vous avez choisi Rêver de Mylène Farmer. Pourquoi ? Oui. Tout simplement parce que je trouve que dans sa chanson, elle appelle, elle dit « J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer » et vu le contexte actuel de toutes ces guerres, je trouve que oui, il faut rêver et il faut rêver à un meilleur futur où on pourrait tous s'aimer. Magnifique, ouais. Merci. Eh bien, il faut rêver, rêvons avec Mylène Farmer. Ensemble.
Magnifique chanson de Mylène Farmer. Alors nous voici de retour avec le docteur Amélie Truchy, écologue et spécialiste des rivières, et nous étions en train de parler du bassin hydrographique et de l'assèchement de certaines rivières liées au changement climatique. Alors justement, quand on parle de changement climatique, est-ce qu'avec cette application, ou plutôt de futur d'ailleurs, est-ce qu'avec cette application Dry Rivers, ça va vous permettre ensuite de modéliser et éventuellement de faire des projections sur l'évolution des bassins dans le futur ? Eh bien, tout à fait. Donc, c'est le travail de mes collègues hydrologues qui ont déjà fait un travail remarquable. Donc, la première chose, c'est qu'ils ont pu montrer, c'est que en utilisant les données, comment dire, donc si on prend un bassin hydro avec ou sans les données collectées par l'application, ils ont pu montrer que les données collectées avec l'application apportaient une plus-value et leur permettaient de mieux modéliser le comportement des flux rivières d'eau sur le bassin versant. D'accord. Donc déjà, c'est une première chose, ça veut dire que quand même, on ne fait pas tout ça pour rien. Ce qui est positif. Voilà. C'est ça. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, maintenant, ils ont réussi à utiliser différents scénarios de projection dans le futur, suivant, vous savez, on parle souvent des différents scénarios IPCC, donc c'est... Du GIEC, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. De gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, suivant le scénario, ils ont réussi à faire des projections de la gravité, on va dire, de l'assèchement. Voilà. À l'horizon, ils ont fait 2 étapes, je crois, 2050 et 2100 ou 2075, je ne sais plus. D'accord. Donc voilà. C'est quelque chose qui est toujours en cours. Donc voilà, ils travaillent d'arrache-pied. Oui, j'imagine, et c'est d'importance. Et ces résultats, éventuellement, seront disponibles ensuite. Tout à fait. Ils sont aussi disponibles sur Driver. D'ailleurs, il y a déjà une partie qui est disponible. Ils ont fait carrément une petite application, donc qui est consultable en ligne. Voilà, on peut regarder un bassin versant, donc celui de l'Albarine, par exemple, en France, et voir qu'est-ce qui change dans le temps, suivant quel scénario, etc. Oui, c'est très bien. Et puis, c'est important vraiment de notifier ça, de dire que ce travail-là fait par les citoyens, il est véritablement important et complémentaire du travail des chercheurs. Alors, absolument. Le projet et l'application, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez voulu le porter et le développer au niveau européen. Oui. Alors déjà, pourquoi au niveau européen et pas que France ? Et moi, j'ai la question, vous l'avez dit, ça avait l'air un peu compliqué. Est-ce que vous avez des relais, du coup, des collèges, je ne sais pas, qui peuvent porter ça dans les autres pays ? Alors, pourquoi l'avoir fait au niveau européen ? Parce que la première chose, c'est que le bassin versant, il ne s'arrête pas en France. Enfin, je veux dire, on est tous connectés l'un à l'autre. Donc déjà, ça paraît, d'un point de vue, voilà, connexion, territoire, ça n'avait pas forcément de sens de s'arrêter qu'à la France. Le problème de l'assèchement nous touche tous, à grande échelle, malheureusement. Et donc, ça nous paraissait pertinent de faire à l'échelle européenne. À l'échelle française, ça aurait tout à fait été possible. Hein. C'est juste qu'il y a certains financements au niveau européen qui permettent la collaboration à large échelle et sur ce type de projet. Et puis aussi, je pense qu'il y avait l'idée de faire tout ce open source, open access, etc. Donc, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc, pour ça, l'Union européenne nous soutient quand même beaucoup dans cette démarche. Et est-ce que c'est compliqué, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est que de porter un projet européen ? Est-ce que c'est Alors moi, compliqué ? je ne porte pas tout le projet, je porte la partie sciences participatives. Oui, clairement, la personne qui coordonne le projet Global Driver, oui, c'était énormément de travail à coordonner tous les collègues, etc. Donc, j'ai pas le nombre de personnes qu'on est sur Driver, je n'ai pas en tête, mais je pense qu'on n'est pas loin de... On est au moins 50, ça c'est sûr. Donc voilà. Après, comme il a été fait le projet, c'est-à-dire qu'on a 6 pays qui sont partenaires,
Et donc, on a un bassin cas d'étude dans chaque pays. Et du coup, c'est ces personnes qui me servent de relais, parce qu'il y a un référent par bassin versant. Donc, du coup, c'est ces personnes qui me servent de relais pour faire le lien avec les autorités de Hongrie, par exemple, parce que je ne parle pas du tout le hongrois. Voilà, qui servent à faire le relais auprès de ces autorités-là et qui aident à la communication autour de l'application. À fluidifier la communication et à la rendre efficace. D'accord, très bien. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, ça a été une super expérience parce que c'est pas toujours évident. Il y a des différences culturelles, même au sein de l'équipe scientifique, on va dire. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas de la même façon. Il y a des choses que nous, on se dit, bah tiens, en France, on fait comme ça, donc autant le faire autre part. Et là, on nous dit, ah non, 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 attends, tu peux pas faire ça. Donc, voilà. Donc, on apprend beaucoup. Donc, c'est ça, des challenges, mais en même temps, un enrichissement finalement de pouvoir échanger aussi les techniques et les technologies. Ouais. Super. Donc, vous l'avez dit, vous êtes responsable de la partie plus sciences participatives. Alors, nous, sur le site, on a vu qu'il y avait à peu près 2000 utilisateurs. Oui. Donc, ce qui est quand même pas mal, bravo. Et la question qu'on avait, c'était finalement pourquoi être passé par les sciences participatives, et est-ce que vous vous étiez fixé des objectifs finalement en termes de participation, et qu'est-ce que vous en attendiez? Vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure à cette question en disant que ça vous permettait de... un petit peu répété. Mais en fait, il y a différentes façons de voir l'assèchement des rivières. Il y a le fait qu'on peut utiliser tout ce qui est photos satellitaires ou cartes, cartes des sols, cartes, parce qu'il y a, par exemple, en France, on a le BRGM qui fait beaucoup de cartes, donc on peut aussi utiliser ce genre de cartes. Après, il y a eu déjà, la résolution n'est pas forcément la même à l'échelle européenne, donc c'est le premier souci, on va dire. L'autre chose, c'est que dans le temps, c'est pas toujours très fiable, c'est difficile. Si par exemple on a un couvercle végétal qui est très important, on va pas forcément distinguer le cours d'eau. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses qui peuvent être compliquées. Après, il y a des choses qui sont avec des infrarouges, des choses dans d'autres longueurs d'onde, mais c'est pas toujours évident. Puis ça a un coût, mine de rien. Donc ça, c'est ce qui peut se faire, on va dire, à distance. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on va mettre, des petites sondes enregistreuses qu'on peut placer sur les cours d'eau. Le challenge avec ce genre de sondes, c'est que déjà, il faut les entretenir. Et on ne peut pas les poser n'importe où. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si vous la mettez au fin fond du parc dans les Hautes-Alpes, du parc national dans les Hautes-Alpes, ça risque d'être difficile d'accès. Donc pour aller l'entretenir, si elle tombe en panne, etc., voilà, ça peut être compliqué. Et ces sondes sont généralement relativement coûteuses. Donc là aussi, problème. Et du coup, voilà. En fait, l'outil sciences participatives paraissait plutôt pertinent dans le sens que on est quand même nombreux. Finalement, on habite tous plus ou moins à proximité d'un cours d'eau. Donc, voilà, il y avait une sorte de... On multiplie le nombre d'observateurs, forcément, sur le territoire et aussi dans le temps. Parce que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas commencé maintenant qu'il ne commencera pas dans 2 ans, par exemple. Oui, et on espère qu'avec cette émission, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont utiliser l'application. Exactement. Donc, voilà, c'est quelque chose de... Et puis voilà, ça paraissait... Et aussi, c'est un outil de sensibilisation. Et là, ça nous parlait... C'est ce que j'avais demandé, est-ce que ça permet de sensibiliser les gens, effectivement Exactement. Ouais. De se rendre compte que, oui, c'est pas juste dans la rivière du voisin ou dans le département voisin que ça arrive aussi juste à côté de chez nous. Et nous, la question qu'on se pose par rapport aux sciences participatives, c'est est-ce que c'est fiable ? Parce que y a peut-être des biais. Par exemple, moi, si je me balade et que je vois un cours d'eau qui est asséché, j'aurais peut-être plus tendance à sortir mon téléphone et à prendre une photo. Comment vous gérez ça ? Alors, la fiabilité, en termes de... Nous, ce qu'on considère comme fiable ou pas fiable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, par exemple, sortir son téléphone et va nous prendre en photo, je sais pas, des immeubles.
Donc là, il faut qu'on réussisse à corriger pour ça, parce que la personne n'a pas du tout fait son job. Donc il y a même des fois, c'est des trolls qui font ça. On a déjà eu le cas, on a été bombardé de 2-3 photos qui n'avaient rien à voir. On prenait des photos dans Mexico City, par exemple. Oui. Donc là, c'est à nous de gérer cette qualité. Donc on a discuté de la manière de faire. On n'a pas encore trouvé de bonne solution, et on ne sait pas encore vraiment comment l'implémenter. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de procéder. Il y a soit c'est nous, les responsables de l'application, qui régulièrement allons voir les observations et regardons s'il n'y a pas des choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi l'application est faite. Et il y avait aussi la possibilité de mettre en place une sorte de réseau de super utilisateurs, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais voilà, de gens qui seraient responsables pour contrôler les observations des autres utilisateurs. Ok, c'est intéressant ça. Oui, donc ça a déjà été fait dans d'autres applications et ça marche plutôt bien. Après, nous, comme on débute encore dans l'application, on ne sait pas trop comment le mettre en place, qui choisir. Est-ce que ça reste des gens qui font partie du projet, qui seraient ces super utilisateurs, ou est-ce qu'on inclut des citoyens? Ça paraît pertinent d'inclure des citoyens parce que c'est un petit peu valorisant quand même d'un côté de se dire tiens. C'est compliqué à mettre en place de sélectionner des gens, effectivement. C'est ça. Donc voilà. La dernière solution. Pardon. Oui. Dans ces biais aussi, donc il y a le biais effectivement de prendre les bonnes photos, mais il y a aussi un biais qu'on a pu un petit peu remarquer sur les données quantitatives par secteur, par région. On a regardé un petit peu au niveau européen, France et Hongrie ont l'air de beaucoup participer. Et si on zoome un petit peu en France, on va regarder un petit peu chez nous, en Rhône-Alpes, il y a énormément de participants. Comment vous traitez ça ? Est-ce que ça ne va pas avoir des incidents sur la cartographie future et sur les données ? Alors, donc les deux pays que vous avez cités, donc France et Hongrie, c'est effectivement les deux pays européens qui ont le plus d'observations. À savoir parce que je pense que c'est les deux pays qui ont fait vraiment un gros effort de communication. Et aussi, les médias ont finalement été réceptifs. Ça a été un petit peu plus lent en France si on compare au cas de la Hongrie. Mais bon, en même temps, la Hongrie, comme je disais tout à l'heure, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'ils subissent des sécheresses estivales relativement sévères. Donc, on comprend que les médias se sont emparés de... Ça explique un petit peu la participation. Voilà, exactement. Et au niveau de la localisation au sein de la France, donc en fait, effectivement, il y en a beaucoup plus en Rhône-Alpes. Déjà parce que j'ai fait circuler le mot, par exemple, auprès de mes collègues, et on habite tous en Rhône-Alpes. On a le bassin versant de l'Albarine qui est aussi dans la région Rhône-Alpes. Donc voilà, on a ce biais-là. Mais pour autant, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a de plus en plus de points qui se font à l'extérieur de cette région. Et donc, c'est quand même chouette à voir. Le biais que ça peut avoir, ça veut dire que ça risque d'être plus difficile de faire des projections sur les régions où il n'y aura pas du tout d'observation. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce que si vous voulez, mes collègues hydrologues, ils ne travaillent pas qu'avec les données de Dry Rivers. Ils travaillent avec les données de Dry Rivers, des données de l'Office national de la biodiversité. Donc voilà, c'est pas la seule source de données. Oui, finalement, c'est complémentaire à toutes les autres sources que les chercheurs ont déjà. En fait, c'est ça, et puis ça leur permet vraiment de calibrer leur modèle, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que, ils le savaient déjà, je pense, mais toutes les sondes qui sont déployées de manière automatique, parce qu'on a l'observatoire des étiages qui est fait en France. En fait, ces sondes, elles sont généralement mises sur des sections qui sont pérennes. Donc, il n'y aura pas d'assèchement, ce qui fait que tout ce qui pourrait projeter en termes d'assèchement se retrouve complètement biaisé. Et du coup, le fait d'avoir des observations réelles, on va dire, permet de recalibrer les modèles et de dire « Ah attention, à tel moment, tel machin », enfin bref, ça les aide vraiment à calibrer
D'accord. le modèle sur les périodes d'assèchement. Et du coup, moi, j'ai une autre question qui est d'importance. La dernière, d'ailleurs. La dernière, tout à fait. En fait, on se demandait... Oui, le temps passe vite. Oui. On se demandait, au niveau de ce projet, du coup, on sait que c'est très important en général pour les participants, quand c'est des sciences participatives, comme ça, des projets de sciences participatives. Est-ce que vous avez prévu une restitution de ce projet et si oui, quand et de quelle façon, si vous avez déjà prévu tout ça? Alors, on a différents moyens de restitution. Donc, la première chose, c'est que là, on a un article scientifique qui a été publié en juillet. Donc, on attend un petit peu parce qu'il est soumis à embargo, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore libre de droit. Mais on a prévu de le partager via l'application avec tous les citoyens qui ont participé. Donc ça, c'est une D'accord. façon de faire. On a aussi, on a eu, là, il y a 15 jours, oui, c'est ça, une réunion avec différents acteurs locaux, par exemple sur le bassin de la Barine. C'est des personnes qui ont participé, on l'a invité, hein, voilà, des élus, les gestionnaires du bassin versant, des pêcheurs, etc. On a invité des agriculteurs, ils ne sont pas venus, mais bon, voilà. On avait quelqu'un qui était intéressé par les barrages hydroélectriques, par exemple. On avait des simples citoyens lambda. Donc voilà, on a fait une sorte de restitution. C'était pas tout à fait une restitution dans le sens qu'on a montré les résultats de l'application, mais c'était aussi voilà, un échange sur comment sensibiliser à l'assèchement, quelles sont les problématiques qu'ils voyaient, comment on peut envisager un futur pour le bassin, etc. Donc voilà, c'est D'accord. le genre de choses qu'on a faites et on l'a faite dans les 6, non, pas encore, dans 3 bassins versants sur les 6 pour l'instant. D'accord, bah merci. 4 bassins versants. Ouais, 4 bassins versants. Ouais. Merci Voilà. beaucoup, Amélie Truchy. On est vraiment désolés. On aurait bien aimé continuer avec vous encore au moins une Ouais. heure. Mais on est voilà, contraint par le temps. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. On est ravis d'avoir discuté avec vous sur le fonctionnement de ces rivières. On rappelle votre application Dry Rivers que vous pouvez télécharger gratuitement sur tous vos téléphones portables. Et surtout l'utiliser. Et surtout l'utiliser. N'hésitez pas. Et puis, félicitations pour votre article et votre initiative. Et puis nous, on part Merci sur une beaucoup. pause musicale. Ça, c'est le choix de Marine avec le groupe MPL Blanc. Merci beaucoup, Amélie Truchy. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Tu tournes lentement les pages, tu bloques sur une image qui montre tout un village couvert par la neige. Tu me demandes c'est quoi ça, tu pointes avec ton doigt. Je cherche les mots simples, les mots de ton âge. Comme ça tout bas dans le matin, sans bruit discret comme si de rien, tout était devenu blanc. Tout ça n'arrivait pas d'un coup, ça tombait par tout petits bouts, tout était devenu blanc. Tu crois pas mon histoire, je sais c'est dur à croire comment c'était avant. Tu crois pas mon histoire, je sais c'est dur à croire que tout était devenu blanc. C'est pas des contes pour les enfants, ça revenait tous les ans. Ça fait tellement longtemps, bien avant que tu sois né. Tu pourras sûrement pas la voir, t'es arrivé trop tard. Ferme les yeux, essaye juste d'imaginer. Les enfants sortaient de chez eux, inventaient toutes sortes de jeux. Tout était devenu blanc. On faisait des boules dans la main, on les jetait en visant bien. Tout était devenu blanc. Tu crois pas mon histoire, je sais c'est dur à croire comment c'était avant. Tu crois pas mon histoire, je sais c'est dur à croire que tout était devenu blanc.
Tous les parents nous observaient, des fenêtres embuées. Ils étaient toujours inquiets qu'on attrape froid. Dans nos tenues spéciales, pareil au vent glacial, rien ne pouvait nous empêcher de rester là. Avec des pelles, avec des gants, on construisait des monuments, tout était devenu blanc. Et quand le soleil revenait, d'un seul coup tout disparaissait, tout était devenu blanc. Tu crois pas mon histoire, je sais c'est dur à croire comment c'était avant. Tu crois pas mon histoire, je sais c'est dur à croire que tout était devenu blanc. Ouais, que tout était devenu, que tout était devenu blanc. Ouais, que tout était devenu, que tout était devenu blanc. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et on passe aux actualités scientifiques et c'est Julien avec une application pour détecter les perturbateurs endocriniens. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais mettre en avant 3 arrêtés ministériels qui ont été publiés mi-octobre et qui rendront obligatoire en avril 2024 l'information aux consommateurs de la présence de perturbateurs endocriniens, alors qu'ils soient avérés, présumés ou suspectés, et ça dans tous les produits de la vie courante. Et ça se passera par voie électronique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une application qui s'appelle Scan4Chem, qui est déjà fonctionnelle et téléchargeable. Il n'y aura plus qu'à scanner le code barre du produit que vous achetez et le contenu devra apparaître s'il y a des perturbateurs endocriniens. Et ça concernera aussi bien le produit que l'emballage. Voilà, donc ça rejoint les autres applications, telles l'application française Yuka, qui permet de scanner des aliments pour avoir les informations sur ceux-ci. Voilà, toutes ces applications, elles se développent et si on les utilise bien, si elles sont bien exploitées, elles nous aideront à mieux consommer et peut-être à faire changer les industriels sur leur mode de fonctionnement et de production. Et une nouvelle actualité, ça bouge du côté de la SNCF. En effet, mi-septembre, ils ont sorti des nouveaux objectifs. Le groupe s'engage au niveau du développement durable et de la biodiversité. Ils vont changer des choses au niveau de leur rapport en énergie, mais aussi au niveau de l'entretien des voies, qui sera plus respectueux des écosystèmes alentours. Merci beaucoup. Donc, une application, on rappelle, qui permet de déterminer s'il y a des perturbateurs endocriniens dans notre alimentation ou bien dans les emballages. On rappelle Scan4Chem, Scan4Chem. Moi, j'aurais dit Scan4Chem, mais Scan4Chem. ça dépend si on veut parler en version française. En anglais, Ouais. en English or in French. Et donc, on a aussi, ça bouge du côté de la SNCF. Merci à tous les deux. Et puis, on passe maintenant à la science poétique, la plante qui n'a qu'une feuille. La science poétique. Et oui, c'est une nouvelle histoire tirée de l'Atlas de botanique poétique de Francis Allais. C'est une plante spectaculaire, à plus d'un titre. Sa floraison, phénoménale et éphémère, issue d'un tubercule souterrain, attire des dizaines de milliers de spectateurs dans les jardins botaniques européens, comme à Nantes ou à Brest, où cette plante de Sumatra, découverte au XIXe siècle, a été acclimatée. On peut assister à sa floraison sur le site de l'Eden Project, en Cornouailles anglaise. Il faut plusieurs années à l'arôme titan pour donner une inflorescence, mais celle-ci est prodigieuse. Elle forme un épi géant, haut de 2 à 3 mètres, composé d'innombrables fleurs microscopiques. C'est l'une des plus grandes inflorescences du règne végétal. Les fleurs émettent une odeur fétide qui a valu à la plante son surnom de fleur cadavre. Cette émanation putride est décuplée par la forte augmentation de la température de l'épi. Simultanément, une sphate gigantesque pourpre se déploie à la base de l'inflorescence. Les coléoptères, surtout ceux qui se nourrissent de charognes, succombent à tous ces attraits. La pollinisation de l'Amorphophallus est ainsi assurée. Cette floraison est éphémère, elle ne dure que 72 heures. Puis, l'épi se couvre de jolis fruits rouges, semblables à ceux de l'arôme d'Europe.
Autre curiosité, le tubercule n'émet chaque année qu'une feuille. Celle-ci atteint la taille d'un petit arbre, jusqu'à 6 mètres de hauteur et 5 mètres d'envergure. C'est une feuille monument, sous laquelle on peut s'abriter à plusieurs. Chaque année, la vieille feuille meurt, une nouvelle la remplace. Quand le tubercule a emmagasiné assez d'énergie, il entre en période de dormance, durant 4 mois environ avant qu'une nouvelle inflorescence n'éclose, puis le processus reprend. L'arôme titan est décidément très mystérieux. Sa feuille m'intrigue. Pourquoi est-elle toujours découpée ? On peut imaginer qu'il s'agit d'un mécanisme de défense. La feuille donnant l'impression d'avoir été déjà mangée, les prédateurs potentiels passent leur route pour trouver des feuilles entières. À vrai dire, je ne suis pas convaincue par cette hypothèse, mais c'est la seule dont nous disposons pour l'instant. Merci beaucoup, Pauline, pour cette très belle lecture. Et on passe maintenant aux actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et on démarre peut-être avec les nouvelles saisons des conférences grand public. Oui, tout à fait. La nouvelle saison des conférences grand public a démarré. Donc ça s'est passé mercredi dernier avec Monsieur Guillaume Gourgue, que nous avons reçu pour parler de démocratie participative. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se joindre à nous mercredi, vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo de la conférence d'ici quelques jours sur le site de la Fondation Evertea. Et il me semble que nous avons une nouvelle conférence prévue bientôt. Tout à fait. La prochaine conférence est déjà annoncée. Vous pouvez déjà vous inscrire. Ça se passera le 8 novembre, toujours à la médiathèque La Tour Maubourg. Et ça sera du coup en présence de Monsieur Thierry Gauquelin, qui est professeur émérite à l'Aix-Marseille Université, écologue à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Et il viendra nous parler de la richesse exceptionnelle de la biodiversité que nous avons la chance d'avoir dans le bassin méditerranéen et les menaces qui pèsent sur elle, notamment dues à l'homme. Donc rendez-vous le 8 novembre à 18h à la médiathèque de Valence. Merci beaucoup, Pauline. Ensuite, en nouvelle actualité, ça fait déjà plusieurs années que la Fondation Evertea soutient le Festival des rencontres Montagne et Sciences. Et cette année, le festival fête ses 10 ans et nous promet de beaux films et de belles rencontres. Ça se passera le 10 et 11 novembre au Palais des Sports de Grenoble. On vous invite à vous rendre sur leur site pour découvrir tout le programme. En tout cas, moi, j'y serai. Merci beaucoup, Marine. Oui, on aime beaucoup ce festival, comme beaucoup d'ailleurs, Sciences, Montagne et Sciences. Oui, absolument. Merci à vous. La semaine prochaine, dans ces actus Fondation, on parlera aussi des congrès scientifiques auxquels nous avons assisté avec Damien. On reviendra sur le concept d'Exposome et puis aussi on vous présentera un nouveau modèle de société sur lequel travaillent des économistes et notamment une société fondée sur le bien-être. Et on se revoit le mois prochain. Cette fois-ci, nous recevrons Delphine Six, glaciologue à l'UGA, qui travaille à l'Institut des géosciences de l'environnement et nous parlerons évidemment des glaciers. Alors, merci à tous. Merci au docteur Amélie Truchy d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci également à Pauline. Mais de rien, merci à vous. Merci Marine. Merci à vous. Et Julien. Merci et bonne journée. Et Clément, évidemment. Merci. Et surtout, merci à vous d'être aussi fidèles, de rester avec nous et d'écouter cette émission. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à la prochaine fois. Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.